Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Pierre Bonnefoy de l'Institut Schiller. Donc, bonjour Pierre. Bonjour Benoît. Je viens pour un petit entretien sur ton dernier livre, donc Principes non mathématiques de la science, qui a été édité donc, aux éditions de l'Institut Schiller. Alors on a l'impression avec ce titre que tu cherches à rassurer les gens qui sont traumatisés par les mathématiques. C'était quoi l'intention de ce livre? C'est un peu ça, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que ce livre s'adresse à la fois à des scientifiques professionnels, mais aussi à un public plus large qui n'a pas nécessairement de formation scientifique en tant que tel. Et ce que je veux dire en particulier dans ce livre, c'est que la science n'est pas les mathématiques. Quand une découverte est faite, on a besoin d'un langage pour l'exprimer, c'est là où interviennent les mathématiques, mais la substance même de la science ne se situe pas à ce niveau-là, elle se situe à un autre niveau en fait. Et c'est donc pas un livre de science à proprement parler, c'est plutôt un livre d'histoire et de philosophie des sciences. C'est-à-dire que le but de ce livre, c'est pas de montrer les découvertes scientifiques comme un produit fini, mais plutôt de montrer le processus intellectuel, le processus du développement des idées qui conduit à la découverte. Donc, de ce point de vue-là, ça donne pour le grand public le sens que la science c'est beaucoup plus vivant qu'il l'imagine d'habitude. Et ça pose effectivement un certain nombre de questions que les scientifiques professionnels n'ont pas nécessairement l'habitude de se poser. Ils maîtrisent leurs formules, mais des fois n'ont pas vraiment de recul critique sur les formules qu'ils utilisent. Donc voilà. Donc c'est un livre qui est pour les gens qui n'y connaissent rien en sciences et les gens qui y connaissent beaucoup. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, parce que oui, on est dans une période actuellement où bah, tout ce qui est scientifique est plus ou moins sujet à controverse. Il y a plein de controverses dans tous les coins. Les gens ne savent pas vraiment s'y retrouver et ils ne savent pas si, s'ils comprennent les enjeux, si les scientifiques leur mentent ou s'ils leur mentent pas. Voilà, on ne sait pas trop s'y retrouver. Ton livre aide ces gens-là à s'y retrouver. Moi, j'ai envie de me mettre dans la peau des gens qui vont lire ton livre, par exemple, qui sont concernés par des problématiques écologiques aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Et ils se posent des questions sur la place de l'homme dans la nature et voilà, qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Donc, qu'est-ce que ton livre peut leur apporter? Ben, quelque part, le livre montre un peu quelle est la spécificité de l'être humain par rapport aux autres espèces vivantes. L'être humain est capable d'anticiper le futur, de faire des découvertes et d'utiliser ces découvertes pour transformer le monde dans lequel il existe. Donc, de ce point de vue-là, l'être humain est totalement différent des animaux qui, eux, ne réagissent que par rapport aux expériences du passé. Ouais, aux stimuli qu'ils ont aussi dans le présent. Oui, oui, les animaux, comme disait Leibniz, les animaux, c'est comme les empiristes, ils réagissent par rapport au passé. Si vous montrez un bâton à un chien après l'avoir battu 5 fois, la sixième fois, il va partir en courant de peur du bâton, en fait. Bon, l'être humain, disons, aura peur du bâton aussi, mais il est capable d'inventer un moyen de se protéger du bâton. Donc, c'est-à-dire qu'il est capable d'anticiper ce qui va lui arriver? Il est capable d'anticiper ce qui n'existe pas encore. Quand il fait une découverte, il imagine un phénomène qui ne se produit pas encore. Il fait une hypothèse sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre du témoignage des sens. Et le scientifique va faire une expérience pour essayer de vérifier si ce phénomène se produit, si la science, si l'univers, pardon, répond à son hypothèse. Et si effectivement cette expérience fait apparaître un phénomène qui était inconnu jusque-là, mais que l'hypothèse a anticipé, alors là on peut dire qu'il y a une découverte qui a été faite, qui a été validée. Mhm. Et quelle expérience pourrait-on faire aujourd'hui pour montrer que la place de l'être humain dans le système Terre est légitime et peut continuer à perdurer dans le futur? Parce que beaucoup de gens se disent ouais, on ne peut pas croître
dans un monde fini, on ne peut pas, disons, vivre aux dépens de la nature, etc. Qu'est-ce qui ferait dire que, voilà, que l'être humain a sa place dans ce système? Là, il faut revenir un peu sur ce débat entre l'écologie, qui est effectivement une préoccupation légitime de ce que c'est que l'environnement dans lequel nous vivons, et le malthusianisme qui considère effectivement qu'il y a trop d'êtres humains sur Terre et que l'être humain est intrinsèquement un destructeur en fait. Parce que le problème de fond, et je l'aborde effectivement dans le chapitre de ce livre qui est consacré à Vernadsky, l'inventeur de la biosphère, le problème de fond, c'est que depuis les années 50, l'écologie, tout le débat sur l'environnement est pollué par une idéologie malthusienne en fait. C'est-à-dire que l'écologie, c'est une préoccupation nécessaire et naturelle. On s'interroge pour comprendre comment fonctionne notre environnement et comment nous interagissons avec lui. Ça, c'est une quête scientifique. Le malthusianisme, c'est autre chose. C'est considérer qu'il y a trop d'hommes sur Terre, qu'il faut limiter la population mondiale. Et c'est une idéologie anti-humaine. Le problème de fond aujourd'hui, c'est que les deux choses sont mélangées. Et c'est très difficile d'avoir un discours écologiste qui ne soit pas malthusien, même si celui qui parle prétendra qu'il n'a rien à voir avec Malthus, que Malthus est un horrible individu, mais que lui pense différemment, quoi, en fait. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent que Malthus avait tort sur les ressources, mais que l'environnement va donner les prochaines limites quand même. Donc même s'il avait tort, il aurait raison aujourd'hui. Mais les malthusiens et les néo-malthusiens ont toujours dit ça à toutes les époques, en fait, c'est pas nouveau. Et chaque fois, ils font la même erreur. Enfin, erreur volontaire ou pas, ça c'est une autre question. Mais ils évaluent les technologies du moment et ils calculent combien on peut faire vivre de personnes à partir de ces technologies qui sont associées à un certain type de ressources. La question de fond, c'est que chaque fois qu'une découverte scientifique est faite, la notion même de ressources est complètement chamboulée, en fait. C'est pour ça que Malthus avait raison de dire qu'on ne pouvait pas faire vivre plus d'1 milliard d'êtres humains sur Terre, mais il oubliait de préciser, avec les technologies de son époque. Par contre, aujourd'hui, 7 milliards d'êtres humains ne vivent pas tous bien, mais beaucoup d'entre eux vivent beaucoup mieux qu'à l'époque de Malthus. Donc voilà, Malthus avait en réalité tort. Mais il avait relativement tort. Il avait relativement tort, on peut dire ça comme ça. Mais en fait, je ne dirais pas qu'il avait tort parce qu'il était associé à un projet politique qui est l'Empire britannique. Malthus était employé par la Compagnie des Indes orientales qui avait le contrôle des matières premières des colonies, en particulier de l'Inde. Et c'est clair que si l'Inde avait eu droit au développement, elle aurait utilisé ses ressources naturelles. Et Nehru en parle dans son livre sur Discovery of India, par exemple. C'est des dizaines de millions d'Indiens qui ont été tués par des famines organisées artificiellement par l'Empire britannique. Donc quand Malthus dit au-delà d'1 milliard d'êtres humains, la Terre sera surpeuplée, il y aura d'horribles famines, quelque part, il faisait de la prévision autoréalisatrice. En fait, il crée la justification pseudo-scientifique d'une politique de génocide. Alors justement, je me mets dans la peau de quelqu'un d'autre qui se dit, voilà, le monde n'est pas assez humain. Voilà, il y a trop d'horreur partout dans le monde et qu'on entend partout que la technologie va nous sauver, la science va nous sauver. Et moi, j'y crois pas du tout. Est-ce que ton livre, il va me donner une réponse ? Il faut interroger la personne qui dit ça, qu'est-ce qu'elle pense être la science? Si elle considère que la science, c'est la multiplication de gadgets inutiles, de jeux vidéo, de programmes de Netflix sur Internet, je suis d'accord qu'il y a une aliénation avec ça. Maintenant
qui peut nous sauver, c'est la créativité humaine. C'est la seule. Nous vivons dans un univers qui change sans arrêt. Disons, l'être humain est extrêmement fragile. La seule chose qui peut le protéger, c'est effectivement de faire des découvertes de principes physiques nouveaux et de les utiliser, en fait. Mais si on reste à un stade de croissance zéro, comme j'en parle, disons, dans les derniers chapitres de mon livre, vient un moment où une catastrophe se produit et où la plupart des espèces animales qui n'ont pas su évoluer disparaissent, en fait. Donc si on ne fait pas de science, on disparaît. Si on ne fait pas de science, on disparaît. Et si on laisse les résultats de la science à des idéologues, disons, anti-humains, on risque de disparaître aussi. Oui, c'est l'idée que la technologie, c'est pas forcément les bonnes personnes qui la contrôlent. Non. Non. Alors comment on fait pour contrôler la technologie ? Il faut qu'on ait une culture scientifique dans l'ensemble de la société. C'est justement ça la raison d'être de ce livre, en fait. C'est que j'amène des questions scientifiques qui apparemment sont ardues, mais qui en réalité posent des problèmes fondamentaux qui conditionnent la vie disons, de tout le monde. Et quelque part, le citoyen ne doit pas se laisser sentir largué par les scientifiques. Il doit avoir une curiosité intellectuelle, même s'il ne maîtrise pas les formules mathématiques qui servent à exprimer les découvertes scientifiques. Il est quand même capable de comprendre les questions fondamentales qui se posent. Si un scientifique lui dit, comme Malthus, j'ai prouvé scientifiquement que vous êtes d'une race inférieure et que vous êtes de trop sur Terre, vous devez disparaître, bon, il n'y a pas besoin de faire des maths pour être capable de refuser une chose pareille. Mais c'est une question morale, donc la morale a quelque chose à voir dans la science. Oui, parce que la science, disons, n'est pas quelque chose d'objectif. La science reflète la pensée. C'est dur à dire, ça. J'ai dit ? Non, justement, tu dis la science n'est pas quelque chose d'objectif. Non, effectivement. Il faut quand même oser le dire. Oui, et c'est le paradoxe. La science, toute théorie scientifique reflète l'idéologie, la manière de penser de celui qui fait la découverte. D'ailleurs, il y a un proverbe très célèbre qui dit qu'on ne découvre jamais que ce que l'on cherche. Bon, si aujourd'hui vous réunissez des scientifiques pour leur demander de prouver que l'être humain détruit la planète, ils arriveront à prouver que l'être humain détruit la planète. Mm-hmm. Maintenant, est-ce que vous acceptez, je dirais, les preuves qu'ils vous avancent? Ça, c'est une autre question. Si elles sont irréfutables, qu'est-ce qui ferait qu'on ne les accepterait pas? Il se trouve que toutes les théories sont réfutables, en réalité. C'est-à-dire que une théorie qui s'exprime sous une forme réduite par des équations mathématiques, par exemple, n'est que le reflet d'une idée et d'une découverte. C'est une réduction, c'est une simplification en fait. Et nécessairement, cette théorie, à un moment donné, va se heurter à un paradoxe expérimental qui fait qu'elle doit être rejetée, qu'une théorie plus avancée doit la remplacer en fait. Donc il y a rien de définitif dans la science. Vous aviez au début du 19e siècle le plus grand mathématicien français de l'époque, Cauchy, qui a pris le contrôle de l'école de Polytechnique, a dit voilà, je peux prouver mathématiquement que l'être humain n'arrivera jamais à s'élever au-dessus du sol par des objets plus lourds que l'air. Ouais, là, il s'est bien trompé, oui. Voilà. Et aujourd'hui, on a beaucoup de Cauchy dans la nature. Oui, donc j'en viens justement à un petit peu la thèse sous-jacente de tout ton livre, c'est cette question qui a une méthode de l'hypothèse que tu vas opposer à l'empirisme britannique, et tu dis que c'est ce problème-là de l'empirisme britannique qui est partout dans la science moderne,
qui empêche de faire les bonnes découvertes qui vont pouvoir montrer en tout cas que l'être humain n'est pas un parasite. Alors est-ce que tu peux justement développer là-dessus? Alors en fait, les 2 premiers chapitres du livre donnent un peu le ton. Ce sont 2 chapitres très courts. La méthode de l'hypothèse est présentée par Kepler et le fondateur de ce qu'on appelle l'empirisme britannique, formellement, c'est Francis Bacon. Et les deux sont contemporains au début du XVIIe siècle. Maintenant, l'empirisme a régulièrement été discrédité au cours de l'histoire, mais on a changé l'étiquette, on a changé le nom, mais on a maintenu la même idéologie. Et ce livre, justement, va présenter les héritiers de Bacon, de ce point de vue-là. Bacon fonde effectivement l'idéologie, il donne les spécifications pour que l'Empire contrôle la connaissance, donc en créant la Royal Society, l'Académie des sciences. Quelques générations plus tard, on a la figure de proue de cet empirisme qui est Isaac Newton, qui dirige l'Académie des sciences, qui est l'ami et le protégé du philosophe Locke. Quelques décennies plus tard encore, la même idéologie est défendue sur l'Europe continentale par les Lumières, par Voltaire, d'Alembert. Bon, à la fin du XVIIIe siècle, le newtonisme et l'empirisme étant arrivés dans une impasse et étant complètement discrédités, il y a une révolution scientifique qui s'opère, mais à ce moment-là, l'empirisme est remis au goût du jour sous un autre nom, ça s'appelle le positivisme, et c'est pour ça qu'il y a un chapitre qui est consacré à Auguste Comte et à ses héritiers comme Bertrand Russell. Au XXe siècle, le même problème se pose sous une forme beaucoup plus sophistiquée. À l'époque, et je le montre dans cet article sur les discussions entre Einstein et le poète Tagore, 1927, c'est le moment où l'école de Copenhague de Bohr et de Heisenberg impose sa vision sur la physique quantique. Et là, on est dans l'empirisme le plus débridé, où ce qu'ils vont dire, c'est qu'il faut renoncer à chercher les causes des phénomènes. C'est même des questions qui sont absurdes en tant que telles. La réalité physique n'existe pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on peut dire sur l'univers. Non pas les lois de l'univers, mais ce que l'être humain peut dire sur l'univers. Donc, à ce moment-là, on développe toute une série de modèles mathématiques sur le fonctionnement de la matière qui sont tout aussi contradictoires les uns que les autres, mais chaque modèle est utilisé suivant le phénomène que l'on veut représenter. Donc c'est pour ça que la matière peut être alternativement ondulatoire ou corpusculaire. Donc, mais si on regarde bien ce que représente la physique quantique, d'un point de vue épistémologique, c'est tout aussi, disons, réducteur et arriéré que ce qu'il y avait avant Kepler dans l'astronomie. Pourtant, on arrive à faire des découvertes avec la physique quantique. On a des ordinateurs quantiques, on a des lasers, donc on arrive à avoir des résultats. On arrive effectivement à avoir des innovations, on arrive à avoir des résultats pragmatiques. Mais c'est là où, justement, pour quelqu'un qui n'a pas un grand bagage scientifique, le premier chapitre sur Kepler est extrêmement éclairant, en fait. C'est le même problème qui se pose. Tu sais, à l'époque de Kepler, il y avait plusieurs modèles qui s'affrontaient sur l'astronomie. Il y avait le modèle géocentrique de Ptolémée, où la Terre était au centre de l'univers, et puis le Soleil et les planètes tournaient autour. Ben, ça marchait, Ptolémée. On arrivait à faire des prévisions astronomiques, on arrivait à prévoir des éclipses de soleil, donc il n'y a pas de problème. D'un point de vue pragmatique, ça marchait. Maintenant, à l'époque, un peu avant Kepler, il y a Copernic qui considère au contraire que la Terre n'est pas au centre, elle tourne autour du Soleil, que c'est le Soleil qui est au centre de l'univers. Il fait un modèle, disons, du mouvement des planètes qui est différent de celui de Ptolémée. Et puis, il y a un troisième modèle
mathématique, géométrique, qui est celui de Tycho Brahe, qui combine un peu les deux. La Terre est au centre, le Soleil tourne autour de la Terre et les planètes tournent autour du Soleil. Bon, ce que Kepler commence par faire dans son astronomie nouvelle, c'est qu'il dit, vous savez, ces trois modèles-là, ben, ils sont équivalents en fait. À partir des mêmes observations, on peut avoir un modèle de Copernic, un modèle de Ptolémée et un modèle de Tycho Brahe qui, disons, correspondent, qui rendent compte des mêmes phénomènes observés. Ce qui veut dire qu'une simple modélisation mathématique ne permet pas de savoir quelle est la réalité physique. Et c'est là où Kepler est vraiment un révolutionnaire. C'est qu'il dit, messieurs, vous avez plaqué un modèle mathématique a priori avant de chercher à savoir quelles sont les causes physiques du mouvement des planètes. Et en particulier, tous vos modèles reposent sur l'idée aristotélicienne que le mouvement des astres est une combinaison de mouvements circulaires uniformes, parce que le mouvement circulaire uniforme, c'est le mouvement parfait, et que ce qui est dans le ciel, c'est parfait selon Aristote, en fait. Donc, tous les mouvements des astres sont une combinaison de mouvements circulaires uniformes. Et Kepler dit, la première chose qu'il faut faire, c'est essayer d'émettre une hypothèse sur la cause du mouvement des astres. Et après, on va en donner une expression mathématique, géométrique. Mais le modèle vient après l'hypothèse physique. Et là, au stupeur, Kepler découvre que le mouvement des planètes n'est pas circulaire et qu'il n'est pas uniforme. Il est elliptique et les planètes, elles accélèrent, elles ralentissent. Donc, disons, il part de l'hypothèse que le moteur de ce mouvement se trouve dans le Soleil, que le Soleil est la cause du mouvement, et quelque part, il donne, sans utiliser l'expression, il donne les premières caractérisations de la gravitation universelle. Donc, en découvrant la gravitation, donc il permet les découvertes futures ou même les applications technologiques futures de pouvoir se déplacer aussi dans le système solaire, puisqu'on connaît la gravitation. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, dans la physique quantique, on a à peu près le même problème, c'est qu'on a des bons modèles qui permettent certaines prévisions, mais qui ne permettent pas de maîtriser des principes, des causes, qui vont nous permettre d'aller plus loin. C'est ça que tu dis? Oui. Et on se heurte à énormément de paradoxes. Tu sais, ça fait depuis 60 ans que les physiciens disent « dans 30 ans, on maîtrisera la fusion thermonucléaire contrôlée ». Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce magnifique projet ITER, qui est, à mon avis, l'aspect principal de ITER, c'est qu'il y a des scientifiques de cultures très différentes et du monde entier qui sont obligés de travailler ensemble. Donc, pour moi, l'aspect sociologique est peut-être plus intéressant que l'aspect physique en tant que tel. Mais en même temps, bon, les tokamaks, pour réaliser la fusion thermonucléaire contrôlée, on essaye d'avoir un plasma, disons, de l'ordre de 150 millions de degrés et de l'avoir le plus stable possible. Le problème, disons, auquel on est confronté régulièrement, c'est que dans des conditions extrêmes, le plasma a plein de turbulences qui font qu'il perd sa stabilité, en fait, et que la fusion, du coup, s'interrompt. Alors, question à laquelle je n'ai pas de réponse ici, mais on essaye d'éliminer ces turbulences. Mais est-ce que par hasard, ces turbulences ne seraient pas au contraire un phénomène fondamental qui serait bon de comprendre et d'exploiter pour réaliser la fusion thermonucléaire contrôlée? Exactement. À une autre échelle, comme j'en parle sur le premier chapitre sur Leibniz dans mon livre, où il est question de la machine à vapeur. Il s'agissait de contrôler la puissance du feu. Et les premières machines à vapeur qui étaient faites disons, avaient un fonctionnement passif. On essayait de condenser de l'air chaud brutalement pour faire actionner un piston qui était poussé de l'autre côté par la pression atmosphérique.
Au lieu d'essayer dans l'autre sens, de créer avec des températures très élevées une très forte pression. Et évidemment, disons, ce qui a permis à la machine à vapeur de fonctionner réellement, ça a été cette seconde approche, de ne pas essayer d'éliminer l'effet du feu, mais au contraire d'en profiter. Donc ce qui est intéressant avec ton livre, c'est qu'on est capable de comprendre qu'est-ce qui fait des obstacles finalement au progrès humain, d'accord, si je comprends bien, et qui permettrait à la science d'offrir des solutions, à la science humaine, donc aux êtres humains, de s'offrir des solutions pour pouvoir continuer leur développement. Oui, le principal obstacle, il est mental, en fait. C'est ça la vraie question, c'est que l'être humain, et ça c'est le parti pris de tous les humanistes, depuis Nicolas de Cus, Kepler, jusqu'à Einstein à notre époque, le parti pris humaniste, c'est de considérer que l'être humain est capable de découvrir les lois de l'univers. Il a cette capacité. Les empiristes ont un langage diamétralement opposé. Les empiristes considèrent que l'être humain a des limites. Ce n'est pas simplement Malthus qui considère qu'il y a des limites sur la capacité d'accueil de la Terre. Les empiristes disent que l'intelligence humaine ne peut pas aller jusqu'à comprendre les lois de l'univers. L'intelligence humaine ne peut que essayer de faire des observations et d'exprimer, d'expliquer ces observations par des lois. Hein. On va observer, mais on ne va pas chercher à comprendre. On va essayer de répondre à la question comment ça se passe, mais on ne va pas chercher à répondre à la question pourquoi ça se passe, qui est la question la plus fondamentale. C'est la question que posent les enfants en réalité. Et les enfants sont peut-être de meilleurs découvreurs que pas mal d'adultes et d'universitaires aujourd'hui. C'est une très bonne idée, effectivement, de mettre les enfants dans cette idée de poser des questions de pourquoi. Oui. Et même les adultes, c'est un peu ça que le livre essaie de faire, si je comprends bien. J'ai une dernière question, puisque dans ce livre, donc c'est une seconde édition, il a été augmenté, et il y a tout un chapitre sur la science de l'économie physique de Lyndon LaRouche, donc sur cette idée de comment faire que les découvertes humaines soient appliquées dans le réel pour améliorer la vie des gens, et que ça serait la base d'une science de l'économie. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Que Lyndon LaRouche était précisément de ce point de vue que les mathématiques ne sont pas une science, ce sont simplement un langage qui doit être mis au service de la science et pas le contraire. Et c'est toute sa polémique sur les économistes de notre époque qui sont des statisticiens, qui sont des mathématiciens, c'est-à-dire qui analysent d'un point de vue monétariste les processus économiques du passé et qui essayent d'en induire des prévisions sur la base d'équations mathématiques et statistiques. Alors que LaRouche part du point de vue que l'économie, c'est avant toute chose une science physique, au même titre que les autres sciences, que l'activité de l'économiste interfère avec le fonctionnement physique de l'univers dans lequel on se trouve. Et c'est pour ça que lui-même a considéré que le travail de l'économiste, c'était avant toute chose de favoriser, de créer un environnement social pour favoriser les découvertes scientifiques. Donc, qu'a-t-il fait au début des années 70 ? Il a créé une société avec des scientifiques de très haut niveau. Il a voulu que ce soit une société, que ce soit des scientifiques multidisciplinaires, même si l'association s'appelait la Fondation pour l'énergie de fusion, parce qu'il voulait effectivement promouvoir la recherche dans la fusion thermonucléaire contrôlée. Mais quelque part, il était bien conscient que les limites que l'on donne aux sciences sont arbitraires et on a besoin d'avoir des scientifiques d'horizons et de cultures très différentes et de disciplines très différentes qui puissent avoir un dialogue et une recherche en commun en fait.
Et donc, sur cette base-là, il a recruté, par exemple, des gens qui étaient des vétérans du projet Manhattan, le projet qui a permis de développer le nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Quelqu'un comme Robert Moon a été, jusqu'à sa mort, un des principaux collaborateurs de Larouche. Et ils ont travaillé dans tous les domaines, y compris la question sanitaire, la question biologique. Alors, ce livre a été écrit avant l'épidémie, la pandémie de Covid-19, mais néanmoins, dès le début des années 70, Larouche avait mis en garde sur les conséquences physiques de la pensée monétariste en économie. Il avait publié une étude en 1973 qui s'appelait Holocauste biologique et qui montrait que si on continuait à appliquer des politiques d'austérité aux anciennes colonies, aux pays du Sud, parce que c'est dans les années 70 que cette politique de la dette commence, alors dans les années qui suivraient, il y aurait des épidémies et des pandémies avec des anciennes maladies, avec des maladies d'un type radicalement nouveau qui apparaîtraient. Et effectivement, quelques années plus tard, le sida est devenu le sujet numéro 1 sanitaire, en fait. Oui, et on a vu surtout que c'est les pays occidentaux ensuite qui ont eu les politiques d'austérité et que maintenant, face au coronavirus, on a été pris de court. Oui, on a appliqué les politiques d'austérité qui ont effectivement amoindri les capacités de notre économie à faire face à un virus, qui devient une épidémie, en fait, précisément. Le fait de couper, disons, les budgets dans les hôpitaux, ça a des conséquences physiques. Que beaucoup d'économistes monétaristes semblent avoir découvert ces derniers mois. Donc, pour conclure, on a compris que le monétarisme, c'est très mauvais pour la santé. L'empirisme, c'est assez mauvais pour la santé et pour la science. Donc, avec, disons, les recommandations de ton livre, en tout cas les hypothèses qu'il y a, on peut dire qu'on peut avoir un monde qui peut redevenir en expansion et en développement sans se confronter à des limites. Disons que ce livre cherche à aiguiser la curiosité intellectuelle. C'est pour ça que j'essaye de le promouvoir aussi auprès des milieux scientifiques et pas simplement auprès du grand public. Et la curiosité scientifique, c'est notre meilleur atout. Voilà. Merci Pierre en tout cas. Et où est-ce qu'on peut se procurer ce livre d'ailleurs ? On peut se le procurer sur le site de l'Institut Schiller par exemple. Et dans les bonnes librairies ? Dans les bonnes librairies, il faut les commander. Il y a quelques librairies qui l'ont pris en dépôt, d'autres non. Donc on peut dire, les gens peuvent le demander aussi dans les librairies, faire en sorte qu'il soit, qu'il soit commandé par les librairies. Ils peuvent le faire. Il y a des librairies qui l'ont pris en dépôt. Il y a le Grand Cercle, qui est une grande librairie à Cergy-Pontoise, par exemple, qui en a pris pas mal en dépôt récemment pour les Parisiens. Et puis il y a d'autres librairies en province également. D'accord, donc il faut le demander. Voilà. Merci et bon courage pour la promotion de ce livre. Merci. Voilà.